Bonne conférence. J'ai peut-être besoin de ça. Enfin bon, si j'ai bien compris pour l'enregistrement. C'est un surprenant retour aux sources que de me retrouver aujourd'hui ici, puisque le premier poste que j'ai occupé en tant que professeur d'histoire à l'époque était à Créteil, dans un lycée technique. Donc, la boucle est bouclée, si j'ose dire. Bonjour à tous. Et nous allons donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu la civilisation maya à travers l'histoire de sa découverte. Parce que c'est une histoire qui est longue, compliquée, dans laquelle les Mayas eux-mêmes jouent un rôle d'ailleurs, et qui n'est pas terminée puisque tout est en train de se renouveler à l'heure actuelle. Donc écrire la suite revient à faire de la lecture de cartes. Donc c'est l'histoire d'une très lente et très longue découverte d'un territoire qui est très vaste. Vous avez ici la carte globale de la Mésoamérique. Comme vous voyez, c'est un travail qui a été fait par un collègue allemand en 1943, Paul Kirchhoff, qui couvre ce qui est délimité par la ligne noire. On pourrait aujourd'hui rajouter l'Espagne, étant donné que les frontières ont bougé. Comme vous pouvez le supposer, c'est très difficile de couvrir un aussi vaste territoire, aussi varié, avec des civilisations parfois qu'on commence à peine à découvrir. Je vous ai mis ici une chronologie très simplifiée. On en verra une autre tout à l'heure. Pour vous rappeler que donc la découverte de l'Amérique par les populations indiennes remonte quelque part entre 12 000 et 20 000 avant notre ère. Certains disent même 30 000. Mais ce ne sont pas des Mayas. Ce ne sont pas des Mayas à l'archaïque. Ce ne sont pas des Mayas encore, sauf exception, à ce qu'on appelle le pré-classique. La civilisation maya commence quelque part entre 2000 et 1000 et s'étale jusqu'à ce qu'on appelle le terminal classique, qui marque l'effondrement de la civilisation maya telle qu'on la connaît ou telle qu'on la suppose. Comme on va le voir tout de suite, les Mayas sont toujours là. Ils ne s'effondrent pas. Les cités s'effondrent, les dynasties s'effondrent. Les Mayas sont présents. Tous nos ouvriers sont Mayas. Ils parlent maya entre eux. Ils écoutent, quand on leur permet, la radio en maya sur les chantiers. Ils chantent. Ce sont des Mayas et ils sont ravis de découvrir leurs ancêtres. Alors, le territoire maya représente à peu près la moitié de ce qu'on appelle la Mésoamérique, c'est-à-dire la moitié orientale, tout le sud du Mexique, la péninsule du Yucatan, le Quintana Roo, le Campeche, le Chiapas, également le Belize, le Guatemala, une partie du Honduras et le Salvador. C'est un immense territoire de pratiquement presque autant que la France comme taille. C'est extrêmement varié comme territoire. Vous avez en haut, à droite, une carte très simplifiée, évidemment, qui montre qu'au moment de la découverte et de la conquête, c'est-à-dire en gros entre 1515 et 1525-30, le territoire maya était pratiquement vide d'exploration. Vous avez le territoire sud qui est parcouru par des forces espagnoles assistées, heureusement pour eux, par de puissantes forces indiennes, et la traversée du Petén par Hernán Cortés, qui a traversé le Petén à pied. Ça ne lui a pas porté chance, mais il n'a strictement rien vu. Et il n'a rencontré personne, parce que ses guides l'ont systématiquement orienté vers des zones vides, de manière à être tranquille chez eux. Alors, il y a une diapo qui n'est pas passée. Bon. Ce n'était pas une zone vide quand les Espagnols sont arrivés, loin de là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des cités. Là, vous auriez normalement là, une photo de Tulum, qui est un site très connu et très visité, que les Espagnols ont appelé le Grand Caire, qui est une ville côtière avec une plage
fréquentée par les touristes. Et c'est une cité peuplée par tout un groupe de gens qui sont actifs. Il y a des dirigeants, il y a des prêtres, il y a des sacrifices humains. Et c'est une des régions où l'un des conquérants espagnols a même décidé de passer à l'ennemi. Gonzalo Guerrero est devenu Maya. Et il s'est battu contre les Espagnols du côté Maya. Un autre, Aguilar, a passé 18 ans en captivité. Il a fini par être secouru par Cortés. Mais, lui est revenu à la vie espagnole pour le restant de sa vie. Mais c'est une cité qui est puissante, peuplée et active. Ce n'est pas la seule. Cortés nous parle des cités de l'île de Cozumel où il y a des milliers de gens. Tout le territoire maya est peuplé par toutes sortes de gens au moment de la conquête. Vous avez ici des premiers témoignages archéologiques. L'évêque Diego de Landa est le chroniqueur du Yucatan. Comme il a été un peu loin dans la répression des religions mayas de son époque, il a été rappelé en Espagne et il en a profité pour nous laisser un livre, La relation des choses du Yucatan, dans laquelle il illustre la pyramide de Chichén Itzá. Il le fait avec les moyens du beurre. Il n'a aucune connaissance dans ce domaine, mais il nous laisse un croquis que l'on identifie très bien comme la pyramide de Chichén Itzá à le Castillo. Et dans un autre ordre d'idées, il nous laisse ce que vous avez en bas, son manuscrit, La relation des choses du Yucatan, dans laquelle, avec bonne volonté, il retranscrit l'écriture maya, mais sur un système alphabétique. C'est-à-dire qu'il propose un système de lecture des glyphes mayas alphabétiques sur la base de ses connaissances de l'alphabet à lui. Il n'a aucun moyen de savoir que l'écriture maya est syllabique. Donc, il nous laisse ce qu'il peut. Et le troisième legs possible de Landa, c'est le codex dit de Dresde, que vous avez en bas, qui est un codex maya qui arrive en Espagne, puis en Autriche, au tout début de la conquête. Et il est possible que l'un des auteurs de cette découverte soit Landa ou l'un de ses prêtres. Toujours est-il que le codex de Dresde arrive à Dresde, il est redécouvert à Dresde, et que c'est un témoignage de plus, c'est un livre maya, qui est un témoignage de plus de la vie quotidienne des Mayas de l'époque. On sait qu'ils fabriquaient de nombreux livres et qu'ils enregistraient de nombreux livres. De l'autre côté, et sous l'influence de Landa, un autre prêtre, Las Casas, part dans les hautes terres du Guatemala, là où Alvarado avait conquis ses territoires, et il prend le parti des Indiens, il les découvre, il apprend la langue, il les protège, notamment toute la région que vous avez en haut, à droite, où les groupes indigènes sont représentés ou soulignés, Kekchi, Pipi, les Spokomam, etc. Et il réussit à en faire venir quelques-uns en Espagne et à transformer la région en une région protégée qui s'appelle la Vera Paz, l'ère de la vraie paix contre les incursions des Espagnols. Cela permet une survie des populations locales et cela permet aux prêtres qui travaillent avec Las Casas d'enregistrer des données comme ce plan du site de Saculeu, qui est une ville peuplée de l'époque, qui est schématique, bien entendu. Ils n'ont pas les moyens de répondre à leurs ambitions, mais ils le font avec bonne volonté. Et Saculeu est une ville qui est, à l'heure actuelle, fouillée et restaurée. Les Mayas sont bien vivants. Quand les Espagnols arrivent, ils sont même tellement vivants qu'ils résistent à la conquête espagnole. Les Espagnols préfèrent aller conquérir le Mexique central, c'est plus simple et éventuellement c'est plus riche, contrairement à ce qu'ils pourraient penser, mais c'est une conquête qui est facile et ils laissent de côté le territoire maya auquel ils ne s'intéressent que très peu. On a vu tout à l'heure l'expédition de Cortés. En fait, il y a plusieurs expéditions
espagnols qui tentent de pénétrer dans la forêt à la recherche des Mayas, c'est un échec complet. Toutes les expéditions successives disparaissent dans la forêt ou se font massacrer. Et Tayasal, la dernière cité maya, ne capitule qu'en 1692. C'est-à-dire, les Mayas ont résisté à la conquête jusqu'à pratiquement sous Louis XIV pour nous. Nous sommes dans une population très active. Alors, ne croyez pas cette restitution que j'ai mise en bas, où l'on voit l'armée espagnole massacrer les derniers combattants mayas. Les derniers combattants mayas ont décidé de capituler, parce que c'était une date anniversaire d'un événement mythique, et ils ont décidé de se rendre. Les Espagnols sont donc rentrés dans Tayasal avec l'accord des populations locales. Ils se sont emparés aussi de Topocheté, mais également d'autres cités dont on commence à découvrir l'existence, Silvituc, etc. Il y a tout un ensemble de cités mayas qui étaient encore bien vivantes et en contact les unes avec les autres. À côté de ces populations organisées en cités, hiérarchisées avec leurs chefs, etc., vous avez tout un ensemble de populations qu'on connaît sous le nom de lacandons, qui sont dispersées dans des villages. Ne sont pas des grandes cités, ce sont des petits villages comme celui de Sitio La Punta que vous avez en haut, quelques dizaines de maisons, des gens qui sont très contents de leur vie et sans problème, mais ce sont des paysans qui fonctionnent, et on doit leur redécouverte notamment à l'anthropologue Franz Blom, danois, qui est allé à leur rencontre et qui a beaucoup exploré ce territoire et laissé beaucoup de choses sur les Mayas lacandons, qui notamment utilisent des techniques, notamment pour la navigation par exemple, et la pêche ancestrale, que l'on retrouve. Vous en verrez tout à l'heure un autre exemple. Franz Blom a continué à travailler très longtemps. Il a exploré tout ce territoire. Il a épousé une Autrichienne, Gertrude, qui a poursuivi son œuvre jusqu'à une date extrêmement récente. Je l'ai connue quand j'étais encore étudiant, et elle a poursuivi donc la recherche de Franz Blom. Alors, non. Toutes ces recherches et ces activités ont permis au monde maya de rester vivant, dynamique, de préserver ses traditions et de continuer tout en s'acclimatant, bien entendu. C'est-à-dire qu'on continue à utiliser les costumes, les somptueux huipils que vous avez ici au Yucatan, les costumes traditionnels des Hautes-Terres, tout dans un cadre religieux qui est maintenant celui de l'Église catholique, mais pas toujours très catholique. Il y a des jours où on préfère que les prêtres ne soient pas là, pour éviter les malversations, par exemple. Et vous savez tous que Rigoberta Menchú, qui est une indigène maya quiché, très active et très sympathique, a obtenu le prix Nobel de la paix il y a quelques années. C'est une belle preuve que les Mayas n'ont pas disparu et qu'ils sont toujours bien vivants. Après quoi, les Mayas sombrent dans l'oubli. C'est-à-dire que pendant presque 150 ans après la conquête, personne ne s'en occupe, ça n'intéresse personne. Le monde de la forêt est un monde oublié. Les Espagnols sont très contents d'avoir fait capituler Tayasal et Topocheté, mais ils ne cherchent pas plus loin. Ce n'est qu'après l'indépendance des pays d'Amérique latine, le Mexique et Guatemala en ce qui nous concerne, que les nouvelles autorités décident d'explorer ces terres qu'ils ne connaissent pas. On envoie donc d'abord le colonel Modesto Mendez, qui est plein de bonne volonté, qui découvre Tikal et qui nous laisse ce schéma très imaginatif de la pyramide principale, le temple 1 de Tikal, témoignage qu'il existait des cités et des ruines. C'est le seul point fort du travail de Modesto Mendez, mais on a retrouvé sur le site un graffiti de lui qui atteste
de son passage à Tikal. Sur la base de ce travail et de découvertes similaires à Palenque, les autorités du Mexique décident d'envoyer des dessinateurs et des explorateurs. Le second, après Modesto Méndez, c'est Calderón, un dessinateur qui passe à Palenque et qui nous laisse donc ce dessin très schématique de la tour de Palenque. On la verra tout à l'heure un peu mieux, tandis qu'on retrouve des dessins de Modesto Méndez aussi, et qu'on parvient petit à petit à identifier les dessins très schématiques et très mauvais qu'il a laissés, mais qui permettent de localiser les sites. Sur la base donc de ces découvertes, les autorités de la vice-royauté, tant du Mexique que du Guatemala, décident des explorations plus systématiques. Et on confie notamment au capitaine de dragon Dupex, c'est un luxembourgeois. On a fini par savoir qu'il était né à Luxembourg. De confier à ce capitaine de dragon retiré l'exploration du monde Maya. Dupex était quelqu'un qui est un militaire obéissant, et on lui confie une tâche, il s'y prépare, il s'entraîne, c'est-à-dire qu'il parcourt tout le Mexique central pour faire des dessins, explorer des sites et voir, pour comprendre ce qu'on va l'envoyer faire. Et il passe à Palenque, après avoir recruté un dessinateur, et à Palenque, il nous laisse avec du dessinateur Castañeda. Vous avez ici le dessin de Calderón, et là, le dessin de Castañeda de la tour de Palenque. La différence saute aux yeux, nous sommes tout à fait dans un autre contexte. Et Dupex finit par rentrer à Mexico avec ses dessins, et là, les gens sont conscients, prennent conscience qu'il existe une civilisation maya méconnue et qui ne correspond pas du tout aux civilisations du Mexique central. Pardon. L'intérêt soulevé est très puissant, puisque le travail de Dupex et le travail de Del Rio sont publiés en France, notamment avec l'intervention de Chateaubriand. Excusez du peu que... Et suscite un intérêt tout à fait nouveau chez les Français. Les Français vont être le premier groupe qui va explorer le monde maya de façon systématique, avec, disons, des côtés parfois contestables. Vous avez ici la photo du comte de Waldeck. Il est fou, mythomane, il est très imaginatif, il voit des éléphants partout, il pense que les Mayas sont des Égyptiens qui se sont installés en Amérique, mais il fait des relevés absolument somptueux et des dessins somptueux qu'il illustre, et pour démontrer son point de vue, bien entendu, mais il a passé 3 ans à Palenque sans sortir de Palenque, avec, en tout et pour tout, une servante, un serviteur et un garde. 3 ans à Palenque, aucun archéologue ne l'a fait. Hein, soyons honnêtes, personne n'a jamais fait autant que lui. Mais il suscite aussi l'intérêt de 2 explorateurs qui sont connus. Heureusement, leurs livres existent en français, ils ont été traduits, enfin. C'est Stephens et Catherwood. Stephens et Catherwood, c'est la Bible de tout mayaniste. Ce sont 2 explorateurs. Stephens est un journaliste, Catherwood est un dessinateur. Vous avez Stephens en haut à gauche, et Catherwood, on n'a que ce dessin de lui. On le voit en train de donner des instructions sur la photo en haut à droite. Mais c'est le seul dessin de lui qu'on ait. Et Stephens et Catherwood parcourent tout le territoire maya, depuis le Guatemala jusqu'au Yucatan. Ils traversent tout, ils explorent, ils sont curieux, ils dessinent. Les relevés de Catherwood sont merveilleux. Le récit est aventureux, mais ils observent systématiquement, ils enregistrent systématiquement, et leur livre est un succès
de librairie absolument partout. Il est réédité 3 ou 4 fois, sauf en France. Il ne sera traduit en français qu'il y a une vingtaine d'années à peu près. On ignore pourquoi, mais en tout cas, il révèle le monde maya aux explorateurs et l'unité du monde maya depuis les hautes terres jusqu'à dans la péninsule du Yucatan. C'est un succès total qui va créer une nouvelle génération d'explorateurs. Alors, j'en ai pris 2, il y en a d'autres. Vous avez Désiré Charnay, au centre, qui est un aventurier qui va explorer et publier. Alors, il se représente, comme vous le voyez, en explorateur, aventureux et aventurier. C'est très imaginatif, mais enfin bon, il publie Cités et ruines américaines. C'est un découvreur, préfacé par Viollet-le-Duc, quand même, ce n'est pas négligeable. Et il vise à faire connaître le monde maya et le monde mésoaméricain à des gens qui n'y connaissent rien. C'est l'époque de la création du Louvre. Il n'y a pas de section américaine au Louvre, par exemple, à l'époque. Donc, c'est un explorateur qui est nationaliste, même très nationaliste, et qui fait connaître. C'est un publiciste. À côté du français, l'anglais Alfred Percival Maudsley. Alfred Percival Maudsley, lui, il part au Yucatan en cure parce qu'il a des problèmes de santé et on l'expédie dans le monde maya pour se refaire une santé. Il tombe amoureux, comme Charnay, du monde maya, mais il a, lui, une approche qui est beaucoup plus scientifique. Les deux se connaissent. Ils travaillent ensemble, ils cohabitent, ils s'entendent très bien, c'est l'époque de l'entente cordiale. Mais tandis que Charnay parcourt et visite et découvre, Alfred Percival Maudsley, lui, enregistre. Les photos qu'il nous a laissées, que vous avez 2 exemples, ont été republiées pour la Xème fois il y a très peu de temps. C'est un livre qui s'appelle Biologia Centralia Americana. Et chaque photo pouvait prendre jusqu'à 24 heures, parce que Maudsley était un perfectionniste qui voulait à tout prix avoir la meilleure lumière, que la stèle ou le monument soit totalement, parfaitement nettoyé, parfaitement lisible. Ces photos sont insurpassées à l'heure actuelle, malgré les progrès techniques. Quand on veut travailler, il faut travailler sur les photos de Maudsley. Et il nous a laissé donc une documentation absolument merveilleuse qui est la base de toute la recherche sur l'iconographie maya. À côté de ces 2 personnages, vous en avez d'autres qui sont des hurluberlus complets et des gens très discutables. Vous avez en bas, à droite et à gauche, Augustus le Plongeon. Il est fou. Il est fou. Ça, sans le moindre doute. Il est mythomane. Il est très courageux. Mais il prend des risques et il fouille et il découvre les choses. C'est lui qui découvre les monuments qui s'appellent les Tchakmol. Et il a donné son nom, qui est totalement inventé, qui n'a aucune signification en maya, mais le nom est resté à cause de l'importance de la découverte. À côté de Augustus le Plongeon et de sa femme Alice qui l'accompagne au Yucatan, vous avez Thompson qui s'installe à Chichén Itzá. Nous sommes en pleine guerre des castes, c'est-à-dire que les Mayas sont en pleine révolte. Ils ont failli se rendre indépendants aux alentours de 1840 à peu près, 47. Et Thompson s'installe à Chichén Itzá dans les ruines, qu'il considère comme sa propriété personnelle. Et il fait nettoyer certaines ruines. Parfois, il a laissé un apport important. Et surtout, il drague le grand cénote de Chichén Itzá
avec une barque et il en remonte des trésors qu'il donne au Peabody Museum de Boston. Ils y sont toujours. Leur étude n'est pas terminée. Il y a du jade, il y a de l'or, il y a des bijoux, il y a des céramiques, il y a des crânes, il y a des ossements. Mais leur étude va être très lente, très longue, comme je l'ai dit, elle n'est pas terminée, mais elle apporte des choses. C'est-à-dire qu'on vient de démontrer, il y a quelques années, que parmi les sacrifiés qui étaient jetés dans le puits du cénote pour contacter les dieux, il n'y avait pas que de jeunes vierges. Il y avait aussi des personnages âgés, des hommes. C'est-à-dire qu'on a pu démontrer, grâce aux vestiges laissés par Thompson, que les Mayas n'avaient pas du tout les croyances qu'on leur attribue. Alors, arrivons à une époque un peu plus récente. Les Mayas sont perçus comme le peuple de la forêt vierge. La forêt n'est pas du tout vierge, tout le territoire maya était occupé. C'est une forêt haute, une forêt tropicale, d'où n'émergent que les édifices les plus hauts, comme les pyramides de Tikal que vous avez ici. La pyramide qu'on voit en face, sur la plus à droite, c'est la pyramide qui a été découverte par Modesto Mendez, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez ici donc Tikal, quelques édifices émergent de la forêt. En bas, vous avez une autre cité, et le monde de la forêt est donc une zone difficile d'accès. Alors, ce n'est pas de la forêt vierge. Ce n'est pas dangereux, il faut faire attention. Mais si vous allez dans la forêt de Fontainebleau, vous devez faire attention aussi. Donc, c'est une forêt qui est épaisse, humide. Il n'y a pas de danger. Bon, quand on fouille, on sait que les jaguars viennent visiter les sites la nuit pour voir ce qu'on fait. On retrouve leurs traces de griffes sur nos piquets, hein, c'est pas difficile. Mais à part des grosses araignées, des scorpions et des mygales, les risques sont nuls et non avenus. L'animal le plus dangereux et le plus désagréable, c'est la tique. Parce que vous pouvez, si vous faites un mauvais mouvement, vous pouvez être couvert de tiques. Et quand je dis couvert de tiques, ça peut être des centaines. Donc, c'est l'animal le plus désagréable de la forêt tropicale. Donc, la forêt tropicale n'est pas un monde fermé, n'est pas un monde isolé, n'est pas un monde désagréable. C'est même souvent agréable comme climat, sauf que, effectivement, vous n'avez aucune visibilité. Hein. Vous devez suivre les sentiers ou des broussailles. Inversement, dans le nord de la péninsule du Yucatan, il est difficile de rater un site. C'est-à-dire que tout le nord de la péninsule du Yucatan a été mis en culture avec des champs de sisal. Le sisal servait à faire les sacs de jute, par exemple. Et ce sont des kilomètres carrés de zones dans lesquelles, bien évidemment, si vous avez un site, il est là. Il est visible, vous le voyez éventuellement. Regardez au fond là-bas. Vous le voyez, l'hacienda? On la voit à pratiquement 1 kilomètre de distance. Vous ne pouvez pas rater un site. S'il a, disons, une certaine dimension. Voici un autre site qui est mis en culture, qui a été dans une zone mise en culture. Les dessins de Stephen Catherwood nous prouvent que ces sites étaient visibles et tout à fait identifiables. Quand vous ne les voyez pas, vous savez où les chercher. Parce que la péninsule du Yucatan est une zone aride, sèche, et les Mayas, comme tout le monde, avaient besoin de points d'eau. Les points d'eau, ce sont les puits d'effondrement, ce qu'on appelle les cénotes, et les cénotes, dans lesquels on peut se baigner, je l'ai fait, comme tout le monde, obligatoirement, si vous avez un cénote, vous avez un site à côté. Si vous avez un site, c'est qu'il y a un cénote à côté. C'est sans discussion, sauf un cas particulier, c'est ce que l'on appelle les chultunes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de cénote ou d'eau à proximité, les Mayas avaient creusé des citernes souterraines dans lesquelles ils recueillaient l'eau de pluie, et bien souvent,
ces chultuns se sont effondrés. Si vous avez un chultun, c'est que vous avez une habitation à côté. C'est inévitable et très facile. Donc, une reconnaissance n'est pas facile, parce c'est un paysage qui est aride et souvent casse-gueule, si vous me passez l'expression, mais d'une reconnaissance extrêmement facile. Pendant que les chercheurs commencent à explorer un petit peu, les travaux se poursuivent en Europe de la part de gens très éclectiques. Le premier d'entre eux, c'est Lord Kingsborough, qui, jeune, est tombé amoureux des civilisations mexicaines. Il est riche et il décide de faire une édition facsimilée de tous les documents mexicains sur lesquels il peut mettre la main. Il s'y ruine, il meurt en prison pour dette. Mais il laisse une œuvre qui est toujours celle qui est usuelle. Le Codex Borbonicus, dont on vient de publier la réplique, est en particulier fondé sur l'œuvre de Kingsborough. Kingsborough ne serait pas Kingsborough s'il n'était pas assisté par Aglio, un dessinateur italien remarquable qui dessine sous la gestion de Kingsborough, mais qui explore. C'est-à-dire qu'il parcourt l'Europe à la recherche d'objets, de documents concernant le Mexique. Et c'est en particulier Aglio qui retrouve le Codex de Dresde, dont on a parlé tout à l'heure, celui qui aurait été amené au XVIe siècle en Europe. Alors, à côté de Kingsborough, vous avez un prêtre, l'abbé Brasseur de Bourbourg, que vous avez en bas à droite. Brasseur est un doux rêveur, obnubilé par le fait de découvrir le monde maya. Il réussit, au prix de multiples manipulations, à se faire nommer curé de Rabinal au Guatemala. Curé de Rabinal, comme curé, il n'a pas réussi. Soyons honnêtes, il ne s'est pas occupé de sa paroisse. En revanche, il s'est occupé de chercher des antiquités et notamment, il récupère ce qu'on appelle le Popol Vuh, c'est-à-dire le livre sacré des Maya Quiché, qui est une création coloniale, mais qui permet d'avoir accès à certains mythes mayas. Heureusement pour lui, Brasseur s'est limité à chercher des documents. Il a fait une brève incursion dans l'archéologie à Uxmal, ici, dans la pyramide du Devin, tellement mal faite qu'il y a quelques années, il a fallu que les Mexicains fassent la restauration de l'édifice pour corriger les malfaçons de Brasseur. La pyramide menaçait de s'effondrer. Pour une pyramide, c'est un risque majeur quand même. Et donc, Brasseur nous laisse une œuvre qui est mitigée et il finit complètement mythomane en étant persuadé qu'il a découvert les origines de l'Atlantide. Bon, l'époque est propice à ce genre de théorie, mais sur la base des travaux et des découvertes de Brasseur et des dessins de Maudslay, un astronome allemand, Ernst Förstemann, s'attaque au déchiffrement du calendrier. Alors, Förstemann ne parle pas espagnol, n'est jamais allé en Amérique. Il a uniquement travaillé sur les documents qu'on lui a fournis et il casse le code du calendrier maya. C'est-à-dire qu'il démontre que ce sont des calendriers cycliques, de roues qui s'emboîtent, et le même jour, en chiffres ou en noms, ne peut revenir qu'au terme de cycles de 260 jours, 365 jours, et quand on multiplie les déchiffrements, on peut remonter jusqu'à 3114 avant Jésus-Christ, qui est la date origine du calendrier maya. On sait le faire maintenant. Förstemann le démontre. Il y a des erreurs dans son travail, mais
pas d'erreur majeure, le code des inscriptions mayas est cassé. Je vous ai mis cette illustration en bas. Le code est cassé, mais chaque jour apporte de nouvelles découvertes. C'est une dalle de pierre qu'on vient de découvrir sur le site de Koba, qui compte 134 glyphes, dont certains encore ignorés. Il y a encore du gros travail à faire. Entre-temps, les chercheurs commencent à orienter leurs travaux dans diverses directions. J'insiste, parce que c'est l'une des rares femmes de l'époque, Adela Breton, que vous avez en haut à droite, à gauche, est recrutée par Alfred Percival Maudslay, dont on a parlé tout à l'heure, pour dessiner les fresques de Chichén Itzá. Ces fresques, elle les colorie, elle identifie les couleurs, elle pousse un peu loin l'imagination, mais son relevé est absolument parfait et nous renvoie à la présence des canaux mayas. Tout à l'heure, je vous ai montré les canaux utilisés par les Lacandons. Nous en avons une illustration, nous pouvons la comparer avec les canaux des Lacandons. Donc, petit à petit, on peut relier l'ethnologie, la vie quotidienne, les vestiges archéologiques, les uns aux autres. Toujours dans ce monde de découverte, vous avez ici Theobert Mahler. Theobert Mahler est un volontaire autrichien qui est allé se fourvoyer au Mexique avec le régiment autrichien qui était parti soutenir Maximilien en 1865. Theobert Mahler ne s'est jamais remis de la mort de Maximilien. Il est rentré en Autriche et il est reparti au Mexique s'installer. Il s'installe au Yucatan et là, il explore. Il y a des moments où il se saoule pour oublier la mort de l'empereur, d'autres moments où il est sobre comme un chameau et il part dans le Yucatan, dessiner, enregistrer. Ce sont les photos qu'il nous laisse. Il y en a des centaines. Le livre de Theobert Mahler vient d'être republié en allemand. Et il enregistre des centaines de sites et d'édifices, y compris des édifices petits. Nous ne sommes pas dans les pyramides de Tikal de tout à l'heure. Nous sommes dans des petits sites où vous avez un palais, une maison, un édifice. Et le travail de Theobert Mahler est d'une telle qualité qu'il est recruté à la fin de sa vie par le Peabody Museum aux États-Unis. Alors, l'ère de ces explorateurs et aventuriers se clôt pour être remplacée par ce que l'on appelle la période de la Carnegie. La Carnegie Institution of Washington décide de s'investir dans la recherche mayaniste. Et il dépose 3 projets, un au nord, un au centre, un dans le sud. Il couvre tout. Avec des équipes de jeunes archéologues de l'époque, que vous avez ici, nous sommes dans les années 1920-25, tout à fait, regardez la mode de la jeune femme, et ils font un travail systématique qui va durer 15, 20 ans, c'est-à-dire qu'ils commencent dans les années 20, et les dernières publications de la Carnegie, il manque encore quelques volumes de ci, de là. Et ils vont laisser une œuvre absolument fabuleuse qui est la base de l'archéologie maya. Si vous devez un jour acheter des livres sur les Mayas, vous prenez les publications de la Carnegie, il y en a 3 ou 4, vous achetez, et ce sont les bases de nos connaissances. Personne n'a jamais fait mieux, malgré l'abondance de publications actuelles, personne n'a dépassé la qualité du travail de la Carnegie. C'est assez merveilleux, et parmi les gens qui travaillent avec la Carnegie, vous avez Morley, Sylvanus Morley, qui est un anthropologue et un épigraphiste, qui, lui, se lance dans l'exploration systématique de toutes les sculptures mayas connues. Il va publier un livre qui s'appelle « Les inscriptions du Petén », où tout ce qui est connu, même des petits fragments, des détails, un glyphe isolé, il publie tout, de manière à avoir une documentation de base. Il passe à côté de beaucoup de choses, d'idées, il se trompe souvent, mais son travail d'enregistrement est fabuleux. À l'inverse, il est suffisamment astucieux
et travailleurs pour recruter Sir John Eric Thompson, qui est une pointure absolument somptueuse. Sir Eric Thompson, c'est un jeune combattant de la guerre de 14 qui est ensuite allé en Argentine où il a travaillé comme gaucho, et il passe à l'archéologie, puis à l'épigraphie. Il va laisser une œuvre, notamment le dictionnaire des glyphes mayas et les inscriptions mayas, un livre sur le déchiffrement des inscriptions mayas. Le système qui sert de base au déchiffrement des inscriptions mayas s'appelle GMT, c'est-à-dire Goodman, Martinez, Thompson. C'est lui qui donne le dernier nom au déchiffrement, technique de déchiffrement de l'écriture maya. Il est mort il n'y a pas très longtemps, anobli par la reine d'Angleterre, et après avoir laissé une œuvre impérissable. Il avait ses défauts, on va le voir tout de suite. Entre-temps, les fouilles se multiplient. Rappelez-vous tout à l'heure le cadre chronologique que je vous présentais. Vous avez ici un des nombreux cadres chronologiques. On ne va pas le détailler, ça nous amènerait très loin. Mais je voulais simplement vous montrer la complexité du phénomène. Chaque cité, dont vous avez le nom en haut, Altar de sacrifice, Ceibal, Ceibal II, Washington, Tikal, Olbul, Sival, etc., va comporter sa séquence chronologique auquel on donne des noms différents de manière à ne jamais avoir les mêmes problèmes. C'est la seule manière de différencier des chronologies légèrement différentes. Comme vous voyez, la séquence de Washington figure au milieu, c'est celle de la Carnegie, c'est la séquence de base qui est toujours l'étalon chronologique actuel. Il y a des erreurs, il y a des corrections, mais c'est donc la séquence de base. Il faut attendre les percées des années 60, à peu près, pour que la situation évolue. Jusque-là, on enregistre, on fouille, on creuse. Mais c'est tout. C'est Tatiana Proskoriakov, la très jolie Tatiana Proskoriakov, dont tous les archéologues sont tombés amoureux, qui va effectuer la percée. La percée, elle se produit à Piedras Negras, un petit site bien connu et déjà enregistré, où on compte des séries de 7 stèles, plusieurs séries de 7 stèles juxtaposées. Et elle se rend compte brusquement que vous avez sur la stèle du milieu, la deuxième ou la troisième stèle de chaque série comporte un personnage couché sur le dos en bas, des empreintes de pieds et un personnage trônant en haut. Et elle l'interprète, le personnage trônant, comme le dirigeant du site. En bas, ce serait son père, et les empreintes de pied représentent la montée, l'ascension au trône. C'est-à-dire que, si elle a raison, chaque série de cette stèle représenterait un roi, un dirigeant de la ville de Piedras Negras, et depuis sa naissance jusqu'à son accession au trône et à son décès, remplacé par son héritier. Elle fait l'étude systématique, c'est un article qui est très court, et elle a raison. C'est démontré, vous le voyez sur l'autre stèle qui est à côté, ce n'est pas le même dirigeant, mais on retrouve les empreintes de pied sur la base. Donc, elle montre que les stèles mayas ne sont pas des monuments religieux, mais des monuments historiques, des annales, qui permettent de créer des identifications de dynasties mayas et de dirigeants mayas. Donc, avec Tatiana Proskoriakov, les mayas rentrent dans le domaine historique. Je vous montre juste ceci. C'est un livre qui est sorti il y a une vingtaine d'années. C'est une nouvelle édition. Il est régulièrement republié tous les 2 ou 3 ans. Et vous avez ici l'histoire dynastique de la dynastie de Calakmul, qui est une des grandes cités mayas, avec les lignes en bleu, éventuellement, ce sont des alliances, en vert, ce sont des mariages, en rouge, ce sont des relations d'hostilité et de combat. Donc, l'ennemi majeur de Calakmul, c'est Tikal, mais Calakmul compte sur des alliés
à Caracol, Naranjo, Yaxchilán, tandis que Tikal compte sur un allié, Palenque, par exemple. Donc, on peut reconstituer une histoire de la civilisation maya de façon, disons, plus proche de ce que nous connaissons pour le Moyen-Âge ou d'autres périodes. La deuxième percée majeure est due à un chercheur d'origine allemande, Heinrich Berlin, qui identifie le glyphe des cités mayas. Alors, on ne sait toujours pas si le glyphe, qu'on appelle le glyphe emblème, correspond au nom d'une famille, d'une dynastie, à un lieu, à une entité politique, mais toujours est-il que ce glyphe, même pour les non-connaisseurs, est extrêmement facile à reconnaître. Vous l'avez en haut à gauche. Vous avez un glyphe majeur, qui est le nom, surmonté de deux petits glyphes qui se lisent Ishben, et à l'avant, vous avez un autre élément, un autre préfixe. C'est tellement facile à faire que même les non-épigraphistes réussissent à l'identifier. Quand vous trouvez les glyphes Ishben, vous savez que c'est un glyphe emblème. Vous le retrouvez en bas, sur un autre site, et Berlin démontre ainsi que les Mayas ont des royaumes, des entités politiques indépendantes les unes des autres et rivales les unes des autres. Entre-temps, et juste pour mémoire, l'exploration continue, et notamment sous l'impulsion de Jean-Pierre Laporte, un archéologue guatémaltèque d'origine française, l'exploration du Petén continue avec des recherches assez systématiques. Ce n'est pas terminé, mais la plus grosse partie du territoire maya des Basses-Terres est explorée. Vous avez des zones comme Riobec, par exemple, ou Campeche, qui souffrent encore de grosses lacunes, mais petit à petit, on a une couverture archéologique assez homogène et vaste. La troisième grande percée, c'est celle de Alberto Rose-L'Huillier, que vous avez sur la photo centrale ou à droite sur la photo de droite. Alberto Rose-L'Huillier remarque dans la pyramide des inscriptions une dalle qui est percée de trous. Il la soulève et il découvre un escalier qui descend. Il va mettre 2 ans et demi à dégager l'escalier, très prudemment, pour aboutir jusqu'à la chambre funéraire. Vous l'avez donc... Je ne l'aurais pas fait. Alberto Rose-L'Huillier, sortant du sarcophage découvert dans la pyramide d'inscription, voilà le sarcophage, et vous avez donc le sarcophage de pierre, le motif de la dalle supérieure représentant le dirigeant Pakal décédé avec l'arbre de vie qui émerge l'arbre de vie dynastique, bien entendu, qui émerge de sa poitrine, de son cœur, et vous avez ici la reconstitution qui en est faite à Mexico, avec le masque de jade, les colliers, les bijoux, etc. C'est une découverte majeure dans la mesure où, pour la première fois, on démontre que les pyramides mayas sont des pyramides funéraires comme en Égypte. Mais pas du tout dans la même conception, dans la mesure où ce sont des monuments dynastiques. Donc, la percée, ces 3 percées changent complètement les perspectives sur la civilisation maya. Nous revenons à l'épigraphie avec un personnage tout à fait particulier, Yuri Knorozov, qui est un ancien soldat russe qui s'est battu en Allemagne et qui a récupéré un livre à Berlin. Et c'est un livre sur les Mayas, et il s'est passionné pour la civilisation maya, et il étudie l'écriture maya. Il se lance tout seul. Il n'a pas l'air très sympathique, mais il y a une autre photo moins connue de lui où il a un chien et il est souriant. Mais la percée, c'est le fait qu'en s'appuyant sur l'alphabet de Landa que nous avons vu au début, il va effectuer un déchiffrement qui lui permet de démontrer que, 1, l'écriture maya n'est pas alphabétique mais syllabique, et que la langue dans laquelle il faut lire
l'écriture maya, c'est le tchol. Et il réussit un déchiffrement du tchol qui lui permet de lire quelques glyphes. C'est une percée fabuleuse dans la mesure où l'écriture maya, c'est un système glyphique qui, contrairement à ce qu'on a en Égypte, correspond à une langue vivante, dans la mesure où les tchols, ce sont les mayas actuels, tout bêtement, donc ils parlent tchol. Nos ouvriers parlaient tchol à Balamkou ou au Cambodge, Kalumpin. Donc, on a affaire à une langue. Bien entendu, Knorozov publie sous Staline et le pape de déchiffrement de l'écriture maya, c'est Thomson, qui est un ancien combattant de la guerre de 14 et un conservateur anglais pur sang. Donc, Thomson rejette toute hypothèse et toute lecture de Knorozov, et il faudra que ce soit Sophie Koh, la femme de Michael Cohen, étudiante de Thomson, qui est russe, Tatiana Proskoriakov, qui est russe, pour petit à petit convaincre un certain nombre de chercheurs que l'hypothèse de lecture de Knorozov est bonne, et à l'heure actuelle, Thomson fera une amende honorable, la base du déchiffrement, c'est le tchol. Tout le monde coïncide, il n'y a pas de problème. Sauf que, effectivement, il y a plusieurs langues mayas. Il y a le tchol, il y a le tseltal, il y a le tzotzil. Donc on commence à peine à se rendre compte que certaines inscriptions pourraient ne pas se lire en tchol, mais dans d'autres langues. Alors, tout ceci nous amène à un schéma très simple. L'archéologie a besoin de l'interdisciplinarité pour progresser. Elle a besoin de l'histoire et de l'histoire qui nous ramène des données sur les découvertes, de l'histoire de l'art, de l'anthropologie sociale, les populations vivantes, de l'anthropologie physique, les corps, les squelettes, etc., de la géologie, de la géographie, et de très nombreuses autres disciplines. Ce schéma très simplifié serait optimiste. Alors, les conditions de la recherche changent, puisqu'il n'est plus question uniquement de beaux objets, de sites, de pyramides, etc. On commence à avoir des projets qui couvrent des territoires vastes. Nous arrivons vers la fin. Le premier de ces grands projets, c'est celui de Tikal, où, au lieu de s'intéresser uniquement au cœur du monde de Tikal, les pyramides et les places principales, les chercheurs de Tikal, qui ont travaillé quand même pendant 14 ans sur le site, enregistrent tous les vestiges qu'ils peuvent trouver. Par cercle concentrique, les reconnaissances se multiplient et on s'aperçoit que tout le territoire maya est occupé, que les villes mayas ne sont pas des centres cérémoniels vides, mais des cités peuplées par des populations urbaines, paysannes et des classes sociales différentes. En même temps, on commence à avoir, ne vous lancez pas dans les déchiffrements, des dynasties longues, c'est-à-dire qu'on a la dynastie de Tikal, la dynastie d'Ospilaz, celle de Naranjo, et petit à petit, on arrive à reconstruire et identifier des individus et des personnages. Un de ces personnages est particulièrement important, c'est Siyarkak à Tikal. Il est représenté sur la stèle numéro 31. Pourquoi est-ce que je veux insister sur ce personnage? C'est qu'il réintègre les Mayas dans le monde mésoaméricain dont on a parlé au début. Vous avez au centre le dynaste Maya qui règne en 348. Il est représenté sur la stèle 31 en tenue de dirigeant Maya, mais de part et d'autre, vous avez deux personnages qui ne sont pas Mayas. Vous avez le père du personnage central et le général en chef, Siyarkak. Il porte un casque différent. Il porte des propulseurs qui sont des armes de Teotihuacan, et ils ont le bouclier de Teotihuacan qui est représenté avec la divinité Tlaloc. C'est-à-dire que nous avons ici une scène de prise du pouvoir maya par une expédition venue de Teotihuacan. Les Mayas ne sont pas seuls en Mésoamérique, ils sont
en relation permanente avec tous leurs voisins, Teotihuacan bien entendu, mais pas uniquement. À côté de ces conflits extérieurs, vous avez des conflits internes. Tikal a comme ennemi héréditaire Calakmul, qui est à 50 km. Ce sont des tout petits sites. Et les fouilles de Calakmul nous amènent à des découvertes, somptueuses. Vous avez ici une scène de marché peinte, bien entendu, à Calakmul. Vous avez en bas un buveur de chocolat. Et on a le glyphe pour le chocolat. Et en haut, cette scène où une dame de la bonne société, revêtue d'un tissu qu'on ne connaît pas bien entendu archéologiquement, mais qui est transparent et très léger, qui laisse voir ses formes, qui est en train d'aider une servante à déposer une jarre sous l'effort de la porter. Le visage de la servante est rougeau. Vous avez une scène de vie quotidienne qui est tout à fait exceptionnelle et qui est encore en cours d'étude. À côté de ça, il reste tout à découvrir, mais de façon organisée. J'ai voulu rendre cet hommage à notre collègue Ian Graham, qui est un dessinateur hors pair, qui s'est lancé il y a 30 ans, plus que ça même, dans un relevé systématique, dans la perspective de Mosley de tout à l'heure, des glyphes mayas. C'est de lui que l'on doit ces dessins très épurés qui permettent effectivement des déchiffrements et d'obtenir des résultats somptueux sur la base des ruines qu'il étudie. Ian Graham était capable, comme Mosley, de passer 8 jours à enregistrer toutes les facettes d'un même monument, de jour comme de nuit, à la lumière artificielle, et en reproduisant tous les détails qui permettent donc d'avoir des déchiffrements majeurs. Entre-temps, de gros projets se développent, et vous avez ici le grand projet de Copan au Honduras, qui a permis le dégagement d'édifices comme Margarita. Margarita, regardez bien, parce qu'on ne peut plus la voir. Elle a été réenterrée pour préserver les peintures et les couleurs. Donc, on ne la visite plus. C'est le même cas à Calakmul pour un autre édifice où on n'a que les dessins et les relevés, mais qui permettent d'entrevoir l'apparence d'un édifice maya de l'époque classique. Je vous ai mis aussi l'escalier de Copan. L'escalier, ce sont plusieurs milliers de glyphes, une inscription de plusieurs centaines de glyphes, qui ont été détruits et qu'on essaye encore à l'heure actuelle de reconstituer. Donc, c'est un travail de longue haleine. À côté de ça, vous avez d'autres projets, et nous arrivons à la fin. Ceci est le site de Tonina, une maquette bien entendu du site de Tonina, qui est le site qui a été fouillé par les Français, par la mission française, et qui est à l'heure actuelle toujours en cours de fouille. L'intérêt du projet de Tonina, c'est que, dans la même perspective que Tikal, mais de façon plus systématique, il a fait l'objet d'une prospection systématique de toute la vallée dans laquelle il est localisé. Vous avez Tonina en haut, vers la droite, et la vallée a été découpée en zones et entièrement parcourue. Chaque cercle correspond à un site secondaire, un site majeur, un site mineur, une ferme, éventuellement même un simple dépôt de céramique, ce qui permet de démontrer que toute la vallée était occupée par des populations paysannes ou un peu plus élevées, des petits nobles, sous la l'égide de Tonina. Donc, nous avons ici une densité de population qui est largement supérieure à ce qui a même été calculé pour Tikal. La combinaison des territoires, des entités politiques, des reconnaissances systématiques, des relevés de glyphes emblèmes et de monuments sculptés permet de découper le territoire maya en entités politiques. Alors, certaines sont très bien connues.
Par exemple, l'entité politique de l'Akanra est relativement bien connue, celle de Tonina aussi, celle de Yaxchilan également. En revanche, d'autres, comme Piedras Negras ou Pomona, sont encore en cours d'étude. On prend conscience petit à petit des disparités, ce qui oriente, bien entendu, la recherche. Mais ce sont des territoires voisins, rivaux, tout à fait comparables à nos grandes propriétés de noblesse du Moyen-Âge. Donc, c'est une autre vision du monde maya que nous avons et qui, petit à petit, se précise, complétant ainsi le travail de l'épigraphie que nous avons aperçu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut reconstituer toutes les relations entre les différentes dynasties, alliances, contacts, conflits, liens de famille, mariages, etc., etc. À côté, des petites fouilles mineures. Vous avez ici notre collègue Norman Hammond qui fouille au Bélicée et qui découvre un fond de cabane fouillé et reconstitué sur un site. C'est le fond de cabane qui correspond à la maison maya classique. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut, à Cuello, parler de maya aux alentours de 1200 avant notre ère. Ce sont des mayas, sans le moindre doute, et on les suit ensuite sur d'autres sites comme Nagbé, où ils colonisent petit à petit la région. La maison maya classique, la voilà. Vous avez la petite maison à une pièce, parfois plusieurs pièces, qui donnent sur une cour centrale qui est occupée, dédiée à des activités quotidiennes. C'est dans cette cour centrale que se trouvent souvent les chultun, les citernes dont on a parlé au début. Les études montrent que les Mayas atteignent une première apogée aux alentours de 100 avant, 100 après, avec la cité de Mirador. Donc vous avez ici une reconstitution un peu imaginative, mais tout à fait acceptable, avec des pyramides, des édifices, des temples. La cité de Mirador est toujours en cours de fouille, et c'est un premier apogée. C'est-à-dire quand on parle de l'effondrement maya classique, il ne faut pas oublier que la civilisation maya s'est aussi effondrée avant, aux alentours de 100, 150 de notre ère, probablement suite à des rivalités et des conflits internes. Cette cité de Mirador n'est pas peuplée de Mayas, elle est peuplée de populations que l'on voit ici sur les fresques de San Bartolo, qui pratiquent des rites similaires, mais qui ne parlent pas maya. Ils parlent une autre langue. Ce sont des gens qui viennent de la côte pacifique du Guatemala. On le sait par les glyphes, parce qu'ils ne se lisent pas en tchol. Ce qui nous amène à la découverte de nouveaux documents. Vous avez ici la stèle de Cascajal, qui est une stèle dont on ignore la lecture. On ne sait pas. Elle flotte toujours, au point même que certains concluent que c'est une falsification. Vous avez ici la stèle de la Mojara, qui est une gigantesque stèle dans un style qui est proche de celui des Mayas, mais ce n'est pas une stèle maya, et l'inscription fait plus de 300 glyphes, et on sait que ce n'est pas du maya, ce n'est pas du tchol. Et enfin, tout récemment, on a redécouvert donc, un nouveau codex maya, le 4e, qui est maintenant authentifié et qui a été restitué à Mexico. D'autres codex mayas attendent d'être ouverts. On les a, mais ils sont pétrifiés. Il faut donc découvrir des techniques d'ouverture pour pouvoir les lire. Et puis, tout récemment, vous l'avez probablement vu dans les journaux, les techniques nouvelles de l'IDAR vont changer une fois de plus les conditions de travail. Vous avez donc cette carte du Guatemala, en bas une photo LIDAR de Tikal, pour illustrer, et en haut la photographie LIDAR de Mirador, une nouvelle lecture qui amène un changement complet de stratégie. Comme cela s'est produit dans les années 1960, on s'aperçoit d'un seul coup qu'à côté des grands sites qu'on connaît et des petits sites qu'on commence à connaître,
Ce sont des centaines de sites qui restent à explorer. Des centaines. Autour de Mirador, on a chiffré plus de 150 sites inconnus cachés dans la forêt. Donc, tout est à refaire et tout est à recommencer, avec des questions qui se posent. Vous avez ici le site de Nishtunchich. Regardez ce beau plan à angle droit, impeccable. C'est le seul site de ce type qu'on connaisse en zone maya. On en connaît sur les hautes terres du Mexique, mais personne ne sait exactement pourquoi ce site se différencie et pourquoi son plan se différencie. Et tout récemment aussi, vous avez ici le site d'Aguada Phoenix, qui a été identifié également par l'IDAR. Il est en cours de fouille, c'est-à-dire que, disons, vous voyez le petit point qui est au centre de la grande esplanade. C'est à peu près la dimension de la fouille qui a été réalisée sur le site. C'est-à-dire quelques mètres carrés. Le seul problème, c'est que ces quelques mètres carrés ont donné une céramique qui est antérieure à la civilisation maya. Mais, si vous comptez les édifices de chaque côté de la grande esplanade, vous arrivez au chiffre 20. Chiffre 20, c'est le nombre des mois du calendrier maya. Donc, est-ce que ce sont des Mayas? Est-ce que ce sont des antécédents? Est-ce que c'est une autre civilisation dont nous ignorons l'existence? Voilà, tout est à refaire.